On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour, si je devais le résumer en quelques mots, les mots seraient les suivants. Accomplir sa légende personnelle. Vous l'aurez compris, l'hôte du jour est légendaire. Et a notamment fait partie d'un groupe tout aussi légendaire. L'hôte du jour c'est Manuel Coudray, plus connu sous le nom de Manu K. Salut Manu, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va, c'est un honneur de te recevoir ici. Moi aussi, totalement. Ouais. Je vais pas te demander de te présenter parce que légende de la musique. Ouais. Si on veut. Aujourd'hui coach. Ouais. Auteur. Ouais. Il y a d'autres casquettes. Auteur, activiste. Personnalité motivante au cœur de la société, on va dire. Ok. D'entrée de jeu, pourquoi ce pseudonyme Manu K? Manu K, Manu pour mon prénom que j'ai découpé, et K parce que j'adorais le joueur Keyser Söze, qui est déjà le joueur, comment ça s'appelle le Keyser Söze, qui était le grand joueur d'Allemagne, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et voilà, je l'ai découpé comme ça, Manu K, quoi. Ok, comme je l'ai dit, tu as fait partie d'un groupe qui est légendaire, la Mafia Quinfri. On disait de toi qui étais le capitaine. D'entrée de jeu, à nouveau d'entrée de jeu, moi j'ai lu tes 2 livres. Ouais. Donc je vais faire une analyse, tu me diras si tu es d'accord avec. Donc je les montre là. En fait, quand je regarde tes 2 livres là, le premier, Les liens sacrés, Je suis Mafia Quinfri, et le deuxième, déjà, sur le premier, sur ta couverture, c'est une photo qui date de 96. Bon, Manu K a 25 ans. Sur le deuxième, c'est Manu K actuellement, donc à 52. Ouais. Déjà. Là, on voit que tu mets Je suis Mafia Quinfri, et dedans, tu parles beaucoup du Manu K de l'industrie de la musique. Donc, on va dire le passé. Ouais. Là, tu parles beaucoup plus de toi présent et futur, tes perspectives. J'ai l'impression que le premier, c'était vraiment les mémoires, histoire d'exorciser cette période-là musicale. Exact. Et le second, c'est vraiment le Manu actuel, sage, apaisé. Et donc, je vois plus le premier comme une thérapie. Exactement. Et le deuxième comme quelque chose une sorte d'espoir. Une traversée de toutes ces 25 années de hip-hop. Et on retrouve, moi, étant... commence de l'adolescence jusqu'à l'expertise du hip-hop, et puis après, cette traversée pendant 25 ans, avec Manuel Coudray qui est devenu un homme de... C'est ça, parce que là c'est vrai qu'on parle plus de Manuel Coudray dans le deuxième. Exactement. Le premier, c'est vraiment Manu K dans la musique, ce qu'il a pu faire en tant qu'artiste, réalisateur aussi, on va y revenir, et même au niveau des sous-titres. Exactement. Déjà sous-titres, et aussi au niveau des préfaces. Ouais. Parce que préface, tu fais préfacer le premier, Je suis Mafia Quinfri, par un membre éminent de la Mafia Quinfri, donc Kerry. Et le deuxième, c'est Abdel Malik, qui est aussi un très grand lyriciste. Ouais. Et dans le premier, quand je parlais des sous-titres, tu mets Je suis Mafia Quinfri. Et dans l'autre, c'est Des rimes au rêve. Donc, on passe de l'autre côté. Exactement. En fait. Totalement. T'es d'accord avec l'analyse? Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. C'est voulu, c'est calculé comme ça, quoi. On passe d'une grosse expérience rétrospective sur tout ce que j'ai pu faire avec les collègues de la Mafia Quinfri et autres aussi que j'ai réalisé, dont Oxmo, plein d'autres, Tito Prince et compagnie. Et puis on arrive à quand j'ai grandi, je suis devenu homme. Depuis ma reconversion des diplômes à l'âge de 40 ans jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est totalement une planète différente, on va dire. Et pour revenir à ce livre qui vient de sortir là, allez le prendre sur toutes les plateformes, Amazon, Fnac, etc. Très intéressant. Déjà, je tiens à te le dire. Merci. Très humain, très profond. Dans ce livre-là, à un moment donné, je vais essayer de parler de certains passages qui m'ont interpellé. Tu parles de ta famille, tu parles de tes frères. À un moment donné, tu parles du départ de tes frères. Tu as vécu ça comme un drame. Parce que, disons que
t'as pas forcément vécu avec ton papa. Ouais. Et peut-être qu'est-ce que tu voyais tes frères comme étant des pères, entre guillemets, de substitution, des figures paternelles. Tout à fait. Pour l'accompagnement, pour tout ce qui est l'unité surtout, et tout ce qui est les dialogues, tout ce qu'ils ont pu m'inculquer à travers les propres valeurs et surtout la façon qu'ils avaient de s'amuser entre eux et de faire qu'un en fait. Entre frères, cousins, tout ça, je les voyais à la maison. Ils ont une dizaine d'années plus que moi et je les voyais comment ils s'unifiaient chacun l'un envers l'autre, quoi. Et ça m'avait marqué. Puis j'aimais toujours rester à leur côté, même quand ils allaient en boîte le soir, j'essayais de trouver un moyen d'y aller, mais il n'y avait pas moyen. Mais dès qu'ils partaient de la maison, j'avais tout de suite une émotion qui était assez forte, quoi. Donc moi, j'ai fait ce pont-là. Et après, au niveau de la Mafia Cafri, parce qu'il me semble que c'est toi le plus âgé. Ouais, exactement, ouais. Donc, tu as fait office de grand frère. Mm-hmm. Le grand frère de tous, donc le fédérateur, parce que c'est souvent ce qui revient. Donc, Kerry parle de toi comme étant quelqu'un de fédérateur qui n'a pas forcément, qui n'est pas arriviste, donc quelqu'un qui a un grand cœur. Mm-hmm. Donc, tu as été le grand frère pour eux, comme tes grands frères ont été les grands frères pour toi. Mm-hmm. Et le truc, c'est que je me disais qu'il y avait un lien à faire et je me suis dit peut-être cette transmission-là que tu as voulu... Exactement, c'est tout à fait ça. Quand je découvre Kerry, c'est un peu ça que je voulais inculquer en fait. Ce que m'avaient rendu mes grands frères, moi j'allais faire sur le pavé la même chose, quoi. Parce que Kerry dit que tu es un coach par nature. Il parle de toi comme ça dans la préface. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on dit Manuquet, généralement c'est capitaine brassard. Exactement. C'est leader. Mm-hmm. C'est, comme tu le dis, là dans le livre, je cite, valeur de paix, d'amour et de respect. Ouais. Quelque chose de bienveillant en fait qui émane de toi. Mm-hmm. Et ça se ressent en fait. Ouais. Ça se Merci. voit. Je pense que à travers le monde, c'est la plus grande valeur, c'est le respect. Totalement, et on pourra faire ce qu'on veut, c'est le respect, l'amour et l'unité. C'est les trois plus grandes valeurs. Tant qu'on n'ira pas ça, les gens seront heurtés par des difficultés. Et d'avoir ces trois valeurs, déjà, c'est une grande part de responsabilité et surtout une part de bienveillance. Voilà. Peace, love and unity. Exactement. I am having fun aussi. C'est Africa Bambata. C'est ça. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de ce côté leader, de capitaine. Tu as été réalisateur. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un réalisateur artistique, s'il te plaît ? Un réalisateur artistique, c'est quelqu'un qui va mettre tout en œuvre pour réaliser un album, déjà des morceaux, partant de zéro, connaître les thématiques, découvrir les thématiques, faire découvrir à l'artiste la thématique qu'il veut aborder. Donc ça démarre de plusieurs thématiques par rapport au sujet, par rapport à la musique qu'il va entamer, et ça part de zéro, d'une histoire qui se construit, un refrain et une fin. Donc c'est toutes ces mises en œuvre qui sont mises en avant, et parfois on est amené à construire 1, 2, 3 morceaux, et moi j'avais tellement pris l'habitude que je l'ai fait sur plusieurs albums, notamment 113, Rof, Oxmo, et voilà, c'est un métier passion, c'est surtout quelque chose qu'on prend avec beaucoup d'intention et beaucoup de pincettes. Voilà, il faut prendre des pincettes parce que on n'est pas dans un truc régulier, on est assez fun, on partage beaucoup de choses avec l'artiste et avec l'ingénieur du son. Et voilà, on doit emmener le projet de zéro jusqu'au point final. Donc voilà, c'est ça le métier de réalisateur pour moi. Et cette fibre-là de réalisateur, c'est toi qui l'as senti ou c'est les autres qui ont senti que tu pouvais le faire ? C'est moi qui l'ai senti parce que à l'époque, j'avais un cahier. Partout où je me promenais, depuis tout petit, vers les 11 ans, quand mes frères ont déménagé de la maison, je les rejoignais chez eux, tout en sachant qu'ils habitaient à Crimée. Mais je n'avais aucune carte de route. Je prenais le métro et puis j'essayais de me repérer. J'avais un petit carnet et je notais par où je suis passé. Et puis je notais des trucs. Quand je voyais des voitures, je notais Volvo, Renault. Et j'essayais de me repérer à travers ça. Et j'avais toujours un listing avec plein de notes. Et c'est devenu naturel. Et puis arrivé en studio, je sais pas pourquoi, j'avais plein de titres, des titres de films, des titres d'albums, des titres que je découvrais moi-même. Et comme ça, après, ça arrivait que je les diluais à tout le monde. Voilà, j'ai ça comme titre, ça va avec telle musique, et venez, on essaye.
Mais tout dépendait, bien sûr, de la personnalité de l'artiste aussi. Voilà. Et, de but en blanc, t'as préféré être réalisateur ou rappeur? Bah, les deux sont assez associés, je trouve, hein, parce que je réalise mon propre titre et puis après je suis derrière le micro. Et ouais, c'est deux choses qui sont assez associées, mais les deux m'allaient totalement, quoi. J'ai eu ma période où j'aimais bien être au cœur du projet de rappeur, d'être devant le public, m'exprimer. Et j'ai eu cette période où j'aimais bien être un peu en retrait et puis contrôler un peu toutes les manettes, quoi. Voilà. Ok. Donc, on va revenir sur ton livre qui est sorti récemment. Il y a des thématiques qui m'ont interpellé. Déjà, tu parles de ta dépression. Pour moi, quand je lis le chapitre, c'est... tu sais, en français, on parle beaucoup de point de vue interne, externe, omniscient. Tu vois. Là, on est vraiment avec toi. C'est-à-dire que on voit ce que tu ressens. Ouais. Quand tu dis que tu as froid, etc., tu expliques, tu rentres dans le détail. Déjà, c'est très fort parce que c'est pas évident de parler de ces sujets-là. Ouais. Là, tu t'es livré. Et le truc, c'est que moi, en tout cas, j'ai senti vraiment que c'était un déversoir pour toi, le fait de pouvoir expliquer ça, le fait de pouvoir exorciser ce chapitre-là et d'expliquer aux gens. C'était pour aider certaines personnes, dire que moi aussi, Manu K, grand par la taille, par le talent, et que, comme tu dis, les gangsters même pleurent à l'intérieur d'eux, même pas de manière extérieure, mais à l'intérieur. C'était pour toi une manière de dire aux gens, ouais, même moi, j'étais capable. Donc, vous pouvez subir à tout moment ce genre de choses. Totalement. C'était surtout une alerte et de dire que moi, j'ai connu ça étant vers 37-38 ans. Mais quand tu découvres ça quand tu es tout jeune, ça peut être très dangereux. Et voilà, j'ai voulu surtout alerter et faire aussi partage de mon expérience, quoi. Et c'était important de me livrer face à ça. Et l'émotion et la préparation mentale qu'on a face à ça, il faut vraiment se préparer face à ça. Moi, j'ai su remonter la pente parce que j'avais une détermination, parce que j'ai eu de l'aide aussi. Et il faut se préparer face à ça parce que ça peut vous tomber dessus n'importe quand. La prépa mentale n'est plus destinée simplement au monde du sportif, mais elle peut être destinée au monde de l'entreprise aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, il y a beaucoup de gens qui forcent le travail, et ça, on arrive à la dépression. Donc c'était franchement pour alerter beaucoup de monde, parce que quand elle nous attrape, on sait pas c'est quoi au début, tu vois. Moi, c'est mon ami Amadoun qui m'avait alerté face à ça. Il m'a dit, comment tu te ressens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Et après, il m'a dit, je sais c'est quoi. Je vais t'emmener chez quelqu'un. Tiens, prends cette adresse. J'ai été, ça m'a fait du bien et c'est revenu, c'est reparti. Et finalement, c'est un ami qui s'appelle Chris Kamezetti qui m'a mis dans cette notion il a eu cette idée de me remettre dans le sport. Et c'est le sport qui m'a sauvé de tout ça, en fait. Voilà, donc, à savoir que le mental, ce qui soigne le mental, c'est l'aspect physique. Toujours se régénérer, booster son corps. Et ça vient de vous, simplement. Ça peut pas venir simplement des amis et des psychologues. Tout à fait, ça vient de vous. C'est vous et votre croyance, et de se lever et de se dire je vais éliminer ça, je vais me booster. C'est forcément à se dire j'ai beaucoup de choses encore à prouver au monde, j'ai une famille, j'ai des enfants, et il faut pas que je sois dans cet état, et puis se rebooster. Et ça a été un levier fondamental pour moi. Tout est dit. Et je veux aussi revenir sur ta personnalité. Tout à l'heure, je te parlais de bienveillance, quelqu'un d'humain. Tu me fais penser un peu à Karim Benzema quand il y avait Cristiano Ronaldo. D'accord. Je vais m'expliquer. Ouais, ok. Karim Benzema, on disait beaucoup, c'est un attaquant, on dit oui, il marque pas assez. Sauf que lui disait, ouais, mais j'ai quelqu'un en fait en face de moi qui marque 50 buts par saison, je lui fais des passes. Ouais. Et toi, tu es plutôt quelqu'un qui, j'ai l'impression, préfère faire des passes décisives plutôt que de marquer. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, je suis très altruiste, comme on dit, tu vois. Je suis seul devant le but, je vais voir quelqu'un, hop, je lui donne la passe, parce que généralement, ça fait plus beau, généralement, c'est pas trop mon rôle, ou généralement, ton aspect du jeu fait que tu es dans cette notion de passe, quoi, tu vois, tout simplement.
Et Karim Benzema, je pense qu'il est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui est toujours dans les espaces, toujours bien placé. Et quand il va avoir cette faculté à donner la balle dans les bons angles, dans les bons espaces, il va la donner. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut déclencher tout de suite un ou deux buts à la suite parce qu'il a cette expérience et surtout cette vision du footballeur, quoi. Tu parles aussi de beaucoup de voyages. Ouais. On va y revenir, notamment les États-Unis. Ah ouais. Un rapport particulier avec les États-Unis. Exactement. New York, etc. Surtout New York, je dis etc., mais c'est surtout New York. Pourquoi New York? Quand tu es à New York, comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'inspire à New York? Et est-ce que tu as cherché à t'y installer? Alors, New York, j'y étais la première fois dans les années 1996. C'est un pote qui m'invite là-bas. Et on connaît New York par la dimension sportive, aussi la dimension de la culture hip-hop et surtout à l'époque pour les sapes, les doudounes, voilà, les Timberland. D'ailleurs, j'ai une paire de Timberland qui date de New York 96 que je porte toujours. C'est pour dire encore l'authenticité de la paire et la durée de la paire tellement qu'elle est solide, quoi. Et New York, voilà, c'était pour découvrir un peu tout ça parce qu'on nous parlait de New York depuis les années 90, le hip-hop à New York et puis c'est surtout cette frontière qui traverse entre les US et la France, tu vois. Et quand je vais là-bas, je découvre un peu tout ça sur des grands yeux. Ah, c'est fantastique, le dollar qui était très haut à l'époque. Et finalement, j'y retourne en 96, 98, les années 2000 avec 113, on est reparti. Et 2002 avec la Mafia Qu'un Free pour masteriser l'album. Et voilà, c'est une ville qui m'a toujours fasciné avec cette recherche à savoir qu'est-ce qui animait cette ville et pourquoi elle était si précieuse et avec beaucoup d'intensité, tu vois. Et peu à peu, j'y suis retourné en 2012 après avec des amis et dernièrement j'y suis retourné l'année dernière. Ok. Et j'avais une autre approche finalement. J'y retourne 15 ans après et j'ai une autre approche de New York. Puisque je suis moins dans la musique, mais j'ai toujours encore cette ressource et cette passion. Mais je vais à New York pour découvrir cette fois-ci. Comme je le dis dans le livre, je vais à New York pour découvrir Harlem. Parce qu'il y avait un ami à moi qui était là-bas, on se parlait depuis pas mal de temps. Quand tu viendras à New York, je vais te faire découvrir Harlem. Mais moi, je vais découvrir Harlem, mais je veux cette connaissance d'Harlem. Pourquoi Harlem existe? Pourquoi il y a tant de blacks à Harlem? Et ça, c'était important pour moi. Et il me raconte un peu tout ça, tu vois, comment Harlem est venu, que Harlem est devenu black, populaire, alors que c'était un quartier qui était d'abord de blancs. Il y avait énormément de blancs à Harlem avant. Et il me raconte tout ça, et puis les monuments qu'il y a à Harlem jusqu'à cette fameuse rue qui est à la 125e, quoi, où Apollo, où il y a eu tous ces grands artistes qui ont commencé, comme Michael Jackson, tous ces grands artistes qui ont commencé à l'Apollo. Donc je fais toute cette traversée, et puis on est parti avec les vélos électriques, on marche d'abord, après on récupère les vélos électriques, et on part dans 4-5 heures, on s'arrête et on discute. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, c'est un grand terrain de baseball et tout. Et après, je lui dis, mais pourquoi il y a tant de playgrounds dans Harlem? Il me dit, tout simplement parce que les architectes à l'époque ont mis un grand terrain de baseball et ils ont vu que faire plein de terrains de baseball, c'est tellement grand que c'était difficile de les installer à Harlem. Donc, ce qui était plus logique, c'est de faire beaucoup de playgrounds. Et savaient que les blacks américains jouaient beaucoup au basket. Donc c'était plus logique de faire énormément de playgrounds. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de playgrounds dans Harlem. Dans toutes les 4-5 rues, on retrouve des playgrounds, mais des playgrounds vraiment retapés avec des filets, du goudron, nickel. Il y a plein de choses comme ça qui m'alertaient. Pourquoi on voit toujours ces vieilles personnes en bas des blocs, à côté des terrains, en train de jouer aux échecs et tout. Il me dit, eux, c'est tout simplement les gardiens de la cité. C'est des mecs comme ça qui vont te raconter un peu quels sont les dièses ici et quels sont un peu les business. Et eux, ils gardent la cité, en fait. Ils sont là, ils ont du son à fond, ils sont là toute la journée. Ils sont là all day, ils sont là en train de jouer, ils mangent un petit sandwich et ils sont là en train de garder leur bloc, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont façonné, qui m'ont dit que Harlem et surtout New York est une ville très 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 riche, quoi. Et tu dis aussi au niveau des États-Unis que tu n'as pas envisagé de t'y installer parce qu'au niveau
couverture sociale, je crois. Ouais, couverture C'était un sociale, peu compliqué. c'est-à-dire qu'en France, on est protégé, hein, tout ce qui est sécurité sociale. Tu te blesses, t'as un mal de ventre et tout. En France, voilà, tu vas aux urgences, même si ça tend 3-4 heures, au moins t'es sûr d'être quelque part. Par contre, aux États-Unis, si t'as pas de couverture sociale, ben il y a un hôpital apparemment maintenant qui a un peu déversé ça, mais à ce qui paraît, il faut avoir l'oseille tout de suite et surtout il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt et voilà, c'est ce qui m'a fait un peu peur. Mais surtout, j'aurais voulu aller au début, partir en sac à dos en tant qu'éclaireur. Voilà, j'y vais avec quelques dollars et partir comme un chien errant dans les rues de New York, dormir avec les Sénégalais à Canal Street. Ça, c'était une aventure humaine que j'avais pensé dans ma tête. Mais c'était une folie parce que tout le temps, Amadoun, il me disait, mais viens là-bas, viens apprendre l'anglais. Et puis, il avait raison, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'avais pas encore cette notion. J'avais une peur de me balader. Les mecs, des fois, ils me disaient, ouais, on dort là, juste là. Et je voyais une tente où je voyais, des fois, je rentrais dans un appart et je voyais 5-6 quinfs comme ça qui dormaient là et qui construisent en fait leur petite vie de New York. Et finalement, après, ils montent en échelon, ils travaillent, ils arrivent à trouver un studio. Le studio devient un appartement et c'est comme ça qu'ils ont fait leur petit chef-d'œuvre à New York. Moi, j'aurais voulu faire ça, mais j'avais une petite peur à chaque fois entre la France, les parents, j'étais dans la famille. Mais c'était déjà d'explorer ça, moi. Et c'est pour ça que je faisais beaucoup d'allers-retours. Mais j'aurais voulu un jour partir en sac à dos et faire mon petit Robinson Crusoe, quoi. Tu vois, à la blague, quoi. T'as un regret par rapport à ça? Ouais, franchement, ouais. Parce que pour la langue, ça va plus vite quand t'es positionné sur New York et j'aurais voulu. Mais j'ai toujours eu cette peur à l'époque. Maintenant, le pied-à-terre, ouais, mais la ville de New York est la plus chère au monde en termes d'installation, de prendre un hôtel, tout ça. Mais à l'époque, c'était un truc j'en parle d'ailleurs dans le livre. Hein. J'avais toujours cette idée, partir un peu à la Benetton, voilà, j'y vais, mon sac à dos, même tout seul, hein. J'y vais, je prends un petit hôtel à $20, même si il y a 15 Roumains dans le truc avec, tu vois, il y avait des centres un peu comme ça à l'époque, là, avec plein de monde. Ouais. Après, tes affaires, t'es pas sûr de les retrouver, hein, voilà. Et tu dormais comme ça, et puis hop, tu faisais ton petit chemin de croix, et forcément, après, ça te faisait une petite expérience, et t'apprenais la langue, tu rencontrais du monde, et ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais j'incite aux jeunes, aux plus jeunes, de le faire, mais voilà, maintenant c'est un peu plus sécurisé. Maintenant, vous pouvez le faire parce qu'on peut se promener à Harlem, on peut aller dans le Bronx, et c'est un peu plus facile d'accès. Toujours dans la transmission. Voilà, toujours. on essaye. Mais après, tu as aussi voyagé ouais. en Guadeloupe, ce qui est normal. Ouais, l'Afrique. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ces voyages t'ont apporté humainement? Parce que généralement, quand on dit qu'on voyage, c'est parce qu'on se cherche, ouais. ou c'est pour s'accomplir. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces voyages-là? À chaque fois, je pense qu'à chaque fois qu'on voyage, il y a quelque chose qui nous marque. Tu vois, à New York, ça m'a marqué par les grands ensembles, connaître la ville, connaître comment on prend le métro. Et il y a toujours un truc qui te fascine ou une rencontre qui t'accroche, quoi. Et moi, l'Afrique, ça m'a totalement bouleversé, en fait. T'as fait Sénégal, je crois? J'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. Okay. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Mauritanie, tu vois, toute l'Afrique de l'Ouest, de par le biais de Mokobé, quand on a fait l'album Mon Afrique, c'est-à-dire 2011, 2012, 2008, 2009, 2011, 2012, voilà, à peu près 4 ans de tournée en activité. Et l'Afrique m'a vraiment frappé. C'est quelque chose qui m'a frappé. Déjà, pour l'accueil, pour la chaleur des gens. Au niveau de la chaleur humaine, l'accueil est toujours quelqu'un qui te marque. Soit sur le marché, soit à l'hôtel, surtout nous on était là pour la musique, tu vois, quand tu vois des Salif Keita, quand tu vois des Youssou N'Dour en face de toi, et comment ils amènent cette culture, leur culture et leur expérience, quand ils te parlent en studio, tu dis waouh, c'est impressionnant, quelqu'un qui est un modèle pour la musique africaine et la musique mondiale, il arrive avec une décontraction dans le studio. Il dit alors mes neveux, alors qu'est-ce que vous voulez, faites-moi écouter un peu. Il n'a même pas besoin de feuilles ni stylo. Le mec il est dans une aisance sensationnelle, quoi. Il est là et puis on lui dit ouais, on veut un truc qui ressemble à ci, à ça. Il dit il reste, il tourne un peu, il te parle, tu vois. Il te parle, mais tout en te parlant, il a déjà cette
cette recherche, et puis il dit, ouais, ouvre le micro, j'ai peut-être un truc là. Et il te fait ça, on dit, tu peux même pas dire non, c'est pas bon. C'est naturel, quoi. C'est naturel, tu dis, ça te va, quoi. Qu'est-ce que tu peux demander de mieux? Qu'est-ce que tu peux demander de mieux? Et que des trucs comme ça qui te marquent, des personnes âgées qui te parlent sur le marché. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Oh, tiens ça, tiens, c'est pour toi, en fait. Elles sont là pour vendre, mais elle te dit, tiens, c'est pour toi. Elle te dit, ah non, mais non, elle me dit, tiens, mon fils, c'est pour toi. Elle te donne un petit sachet avec de l'encens ou quoi, toi. Ça, c'est des trucs comme ça qui te marquent quand tu vas dans les villages. Première fois, j'étais dans les villages. On avait été avec l'artiste Gou. Et ça, c'était faire un trajet avec Gou. Et c'était extraordinaire. on est assis que comme rigoler. Ça. Que rigoler. On est assis dans le 4x4. Et toutes les 2 secondes, il était là. Ah, il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein. Alors qu'il y avait la clim. Et je disais, mais comment il fait chaud? Il dit, oh là, il fait très très chaud, hein. Et j'étais mort de rire. Et après, il roule 10 minutes. Il dit, chauffeur, on va s'arrêter un peu. On venait de partir. Et toutes les 20 minutes, il dit, chauffeur, on peut aller aux toilettes? Chauffeur. J'étais plié quand t'es avec Go. C'est des monuments c'est une personnalité unique, quoi. C'est des personnes qui te cisaillent en deux, quoi. Voilà. J'imagine. Ouais. Et là, t'as fait l'Afrique de l'Ouest. Là, qu'est-ce que tu envisages de faire comme pays? Qu'est-ce qui t'intéresse? J'ai pas fait le Brésil. J'ai pas fait le Japon. Et j'ai pas fait Zanzibar. Voilà, c'est ça ce que tu envisages dans l'immédiat? Pas l'immédiat, mais court moyen terme, quoi. C'est à court long, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire d'explorer ces pays, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à aller voir, à prendre en note, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, là, ce que je recherche, c'est l'expertise de la langue, de l'anglais, tu vois. C'est ce que je travaille en ce moment. Ok. Manu, je vais te proposer un petit jeu. Donc, je vais te proposer des mots, des expressions, peut-être des noms, et tu vas me dire ce que ça t'inspire. Ça va? Ok, on y va. Alors, le plus grand ennemi de demain est le succès d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire un discours un peu soit Nelson, soit Malcolm, un truc comme ça. On n'est pas loin. Ça doit être un grand dictateur, mais en tout cas un dictateur africain, je pense. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un truc de motivation, en tout cas. Voilà. Ok. Est-ce que tu fais un distinguo entre les rêves et les objectifs? Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Rien de plus beau que d'avoir des objectifs clairs. Les objectifs, c'est ce qui te détermine tout à fait dans tout ce que tu vas faire, en fait. Donc voilà, moi, il y a une grande différence entre des objectifs et des rêves, quoi. La peur bénéfique et la peur néfaste. Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, la peur, c'est quelque chose qu'il faut affronter. Tu l'affrontes parfois au quotidien, parfois jamais, mais elle revient. Elle revient de temps en temps, et puis c'est quelque chose qu'il faut affronter totalement, qu'elle soit bénéfique ou néfaste, quoi. Recevoir sans fierté, perdre avec désintéressement. Pas mal ça. Recevoir sans fierté. Ouais. Et perdre sans désintéressement. Ouais, c'est quelque chose à mettre en réflexion. C'est bien dit, mais quelque chose à mettre en réflexion. La confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr. Être en confiance ne veut pas dire qu'il n'y a aucune crainte. Donc être en confiance, ça veut dire déjà quelqu'un qui est en pleine confiance, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Et ça n'exclut pas le contrôle, parce qu'il peut tout arriver même si tu es en confiance. Donc il faut toujours avoir un troisième œil, comme on dit. Ouais. L'excès de disponibilité engendre l'irrespect. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, l'excès de disponibilité engendre le manque de respect. Non, pas forcément. Ah l'excès de disponibilité, ce qui veut dire, c'est... D'être tout le temps disponible pour les gens. Ouais, c'est... Être tout le temps disponible, c'est ça... Déjà, c'est une marque de... C'est une bonne marque de fabrique en connaissance de l'être humain, je pense. D'être tout le temps disponible pour les gens, ça, c'est une force aussi.
C'est vrai qu'après, derrière, si on te prend pour un serveur de bar, c'est compliqué après. Mais la disponibilité dans le métier, dans le monde du sportif ou quel que soit le monde de l'entreprise, la disponibilité est vachement importante. C'est souligné. Voilà. Manu, Mhm. donc merci pour avoir participé à ce jeu-là. Pas de souci. Est-ce que tu te rappelles qu'on s'est déjà rencontrés? Ouais, tu me l'avais dit. Ouais. On s'est vu en septembre 2021. Ouais. On s'est vu sur le quai de la gare de Cergy-Préfecture. D'accord. J'étais venu, Ouais. je t'ai reconnu, je suis venu te bien parler. sûr. Ouais. Et je t'ai dit que j'avais lu ton livre, je l'avais acheté, etc. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit? Je t'avais dit quoi alors? De me faire un retour, je crois, déjà? Non. Non? Alors, qu'est-ce que j'ai pu te dire? Tu m'as dit que tu étais sur le projet d'un second livre Ah ouais, c'est ça. sur tout ce qui était mindset. Mhm. Donc on y est. Ouais, on y est. Ouais, En plus, tu sors chez Édition Mindset. exactement. Tu vois, je me rappelle de Et tes tu sais, la petite anecdote, pourquoi je t'avais dit ça? Parce que le trajet d'où j'habite, c'est entre Boissy-Saint-Léger et où je prends le train. Je mets 1h30 pour aller à Cergy-Préfecture et au retour, pareil. Donc ça me fait 3 heures de route avec le train. Donc c'est l'élaboration de ce livre est dans le train de Cergy. Donc l'écriture a été faite dans le train de Cergy. Ok. Voilà. Et après, Mindset a agencé, a rectifié avec Clarisse Dahl. Ils ont réparé un peu les embûches, les fautes, tout ça. Mais toute l'élaboration, la construction, la fondation a été faite dans ce train. Donc, quand tu as 1h30 de train, bon, des fois 1h30, je te parle des fois 2 heures. Hein, quand tu arrives à gare de je sais pas quoi, le mec qui dit 20 minutes d'attente et tu es dans le train. Et au retour, pareil. Voilà, donc j'ai le temps d'écrire. Je regarde mes notes, au retour, je regarde, je continue, et ça, je l'ai fait pendant un an et demi. Voilà. Et en plus de ça, là, tu parles d'écriture. Mhm. Tu ne rappes plus, on sait que le rap, c'est l'écriture. Ouais. De toute façon, tu peux pas, comme disait un ami Sevi, je passe le bonjour, il disait qu'en gros, lui, il est rappeur, il disait que même si demain, il rappait plus, il y aura toujours ce goût de l'écriture, Ouais. en fait, toujours le fait d'écrire tout le temps, un livre, une histoire, pièce de théâtre, peu importe. Qu'est-ce que toi, ça te procure d'avoir écrit 2 livres? Parce que se dire, aujourd'hui, je suis auteur, j'ai écrit des livres, qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Au début, tu sais, moi, ça m'a touché énormément quand la première fois, Wafa Mamèche comment ça s'appelle? Face De cachée. Face Cachée m'a montré le livre. Ils étaient dans des grosses palettes. Arrivé, ça m'a vachement touché. Parce que je me suis dit, moi, étant petit, qui a arrêté l'école en 6e, 5e, écrire un livre, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est ce que je me suis dit. Et puis, il y a beaucoup de potes qui me disent, mais tu te rends compte pas tu te rends même pas compte de ce que tu as fait. Tu as écrit 1 livre, 2 livres. Et ça, c'est une valeur totalement plus, quoi. Et aujourd'hui, je commence à m'en rendre compte, tu vois. Bah ouais, en plus, c'est matérialisé, tu Bien sens sûr, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sens le Donc aujourd'hui, pour moi, je veux dire, pour moi, c'est déjà une fierté pour moi. Et c'est une marque de reconnaissance qui dit que quand on veut, on peut, quoi, tout simplement. Et que tu sois, que tu aies pris des études, tu as arrêté les études, quelqu'un qui veut écrire un livre, il y a toujours cet objectif, cette motivation et cette détermination. Voilà, c'est trois phrases que je retiens et j'y suis arrivé, quoi. Ah ouais, en plus, là, tu as vraiment, pour moi en tout cas, tu étais la personne qui devait écrire ce livre sur la mafia Quinfri parce que voilà, on dit que tu es le fondateur. Et là, déjà, tu parles de lien sacré. Donc déjà, le titre est positif. Ouais. Positif au niveau familial, etc. Bien tu sûr. sens que voilà, les liens sont toujours ancrés. Et en plus, le deuxième, c'est le meilleur pour tous. C'est-à-dire que tu souhaites le meilleur pour tous dans un monde qui est quand même anxiogène ou individualiste. Exactement. C'est fort comme titre. Ouais, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que j'aimerais souhaiter, c'est ce qu'on devrait souhaiter à chaque personne, tu vois. Le meilleur pour tous, la bonne santé et tout ce qui va avec, quoi. Le reste, l'argent ou pas l'argent, ça viendra, quoi. Ouais. Mais c'est ce qu'on aimerait souhaiter, c'est ce que j'ai voulu revendiquer à travers ce titre. Et je trouve qu'il imprègne bien la marque de fabrique de ce livre. Et le fait d'écrire pour toi, est-ce que c'est une forme de thérapie? Ah ouais, totalement. Totalement. Le fait, déjà, tu te poses, déjà. Tu prends le temps, tu réfléchis
Une fois que tu réfléchis, ça veut dire que tu ne penses plus à rien. Tu penses, t'es dans ta bulle en train de travailler sur ce que tu veux accomplir. Donc c'est forcément une force de thérapie. Et il y a une autre chose aussi qui est excellente, c'est de faire du jardinage. Les gens ne savent pas, mais tu fais du jardinage, c'est une thérapie, mais super lourde, quoi. Parce que tu ne penses à rien, tu es dans ton jardin, tu es là en train de ramasser les cailloux, les herbes, les trucs. Et finalement, il y a 2-3 heures qui sont passées, et tu étais dans ton truc, mais tu n'as pensé à rien du tout. Pour les gens qui font du jardinage. Voilà. Les gens qui ont un jardin, les gens qui vont chez des gens qui ont des pavillons et tout, faites une petite journée de jardinage, vous allez voir comment vous êtes bien après. C'est bon à savoir. Et donc, tu as arrêté le rap en 2010, donc l'activité du rap, et tu écris toujours, mais aujourd'hui, tu es coach de basket. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de rappeurs qui, aujourd'hui, sont toujours dans le rap, d'autres exercent d'autres activités, coach scénique, producteur, auteur aussi. Ouais. Il y en a d'autres qui ont écrit des livres. Et je trouve, en basket, on parle de rebond. Je trouve que toi, tu as réussi un sacré rebond quand même. Ouais. Parce que tu pars en étant capitaine d'un collectif légendaire, dont une équipe, tu deviens coach. Et généralement, on dit que les capitaines d'une équipe deviennent coach par la suite. Toi, c'est vraiment ça, la quintessence. Qu'est-ce que... T'as toujours voulu être coach de basket ? Pas spécialement, non. C'est venu par hasard, ça. Je jouais à l'AS Orly jusqu'à l'âge de 36 ans. Et la direction m'a dit un jour, moi, j'allais arrêter le basket. Ils m'ont dit, ouais, t'aimerais pas reprendre l'équipe pour la refaire monter et tout. Et je dis, moi, je connais rien dans ce truc-là. je vais m'essayer, mais je connais rien. Et je me suis lancé sans diplôme. Et puis, j'étais pris par l'enseignement, tu vois. Parce qu'il y avait toujours cet aspect d'humain encore. J'entraînais des petits, des grands, des gros, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a plu, ça commençait à me plaire quand il y avait cet esprit de rassembler des personnes et les unifier chacun l'une dans l'autre et faire en sorte qu'on arrive vers un objectif commun. Et ça m'a plu. Et après, je suis un peu plus rentré dedans. Je l'ai dit, c'est pas mal, je vais continuer. On m'a dit, ouais, tu sais, là, vous arrivez en région, il faut passer des diplômes et tout. Je dis, vas-y, inscris-moi, je vais y aller. Et je me suis inscrit, j'avais un bout de papier au début, je faisais des dessins. Après, je me suis appliqué à faire des beaux dessins pour représenter le terrain, bien qu'on analyse bien où est le joueur, où est le ballon, où on veut emmener le ballon. Et puis, ça m'a plu. Et après, je suis rentré dans une formation qui était un peu plus élevée. Et là, il y a des rencontres qui se font. Forcément, il y a des rencontres qui sont marquantes. Comme je te dis, les rencontres tout au long de notre vie, dans la musique, il y a eu des rencontres et dans les formations, il y a eu des rencontres qui ont été marquantes et qui m'ont amené jusqu'à passer un diplôme d'État et autres. Et au-delà de ça, c'est l'entourage et j'ai été épaulé extrêmement bien aussi par ma nouvelle vie, par quelqu'un qui m'a émancipé, qui a toujours été dans mon cœur. Forcément, c'est une femme et qui m'a épaulé comme jamais quelqu'un m'a épaulé, quoi. C'est comme à part ma mère, personne m'a épaulé comme elle, quoi. Voilà. Dédicace à elle, grande dame. Ouais, je la dédicace, ça s'appelle Pipi, elle sera pourquoi je dis ça. Grande dame. Ouais. Et franchement, c'est un beau rebond. Tu as réussi à retomber sur tes pattes parce que c'est pas forcément évident de tourner la page musicale et de dire j'arrête. Là, t'es parti entre guillemets un peu à la Zidane. Ouais, ça. en étant bien. Et là, tout à l'heure, tu parlais du fait de transmettre, d'être fédérateur au niveau du basket. Quels sont tes... Parce que là, tu as eu dernièrement une expérience, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui n'a pas forcément fonctionné comme tu le voulais. Pas été abouti, pas dans ce que je recherchais. Je savais que, pour dire la vérité, après il faut être honnête, je savais que où je mettais les pieds, que ça allait pas être facile. Je connaissais les paramètres à travers ça. Donc je suis parti en ayant vraiment l'analyse de
déjà tu pars pour progresser déjà. Quand on t'appelle avec l'opportunité d'entraîner en National 1, qui est la 3e division française, c'est pas rien. Et de gérer une équipe dans une grande instance qui est dans un grand club, dans une grande salle, qui est quand même avec des enjeux qui sont quand même sportifs et comment dirais-je, qui sont quand même aussi, on va dire, sociétales aussi, parce que c'est des personnalités. Eh ben, quand t'arrives au cœur du truc, ben, tout n'est pas comme on t'avait prédit, quoi. Et forcément, ça crée des dissociations entre le groupe, entre le management, entre la présidence, et c'est dur à vivre. J'alerte toute personne, quand vous faites des recrutements ou quand vous allez recruter des personnes, encore une fois, dans le sportif, dans l'entreprise, ben, et vraiment, vraiment cette notion de savoir où vous mettez les pieds, quoi. Parce que moi, je suis arrivé dans on va dire un bourbier, mais j'aurai le temps d'en parler un jour dans un livre, vraiment en détail. Je veux pas tirer sur qui que ce soit, mais j'aurai le temps d'en parler un jour en détail, parce que j'ai vécu quelque chose. Peut-être qu'il va me faire grandir encore, parce que chaque expérience chaque échec est un diplôme de pouvoir, avec l'opportunité de pouvoir recommencer quelque chose, donc forcément de se former mieux. Et ça m'a frappé. Retour de ça, pendant 3 semaines, j'étais KO. Et juste en y pensant, maintenant je suis sorti de tout ça, Dieu merci. Parce que j'ai pris du recul, j'ai grandi, j'ai eu des expériences encore plus frappantes depuis tout jeune. Et surtout ce que j'avais vécu en 2016. Mais ça m'a quand même, j'ai dit, waouh, on est quand même dans une discipline sportive, et notre sport doit pas vivre ça, quoi. C'est totalement inadmissible. Donc j'expliquerai ça en détail. Rendez-vous dans 2 ans. Ouais, on va dire 1 an et demi, 2 ans. 3e livre. Ouais. Ah, tu t'arrêtes plus, hein. On essaiera d'avoir l'inspiration pour. En plus, je sais que tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection et rétrospection, donc qui se remet en question assez facilement. Ouais. Ça, c'est une bonne qualité. Je tiens à te souligner et te féliciter pour ça. Quelle est ton approche? Là, on va parler vraiment technique. Quelle est ton approche, toi, de coach, et quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, mon approche, la première approche, c'est d'être soi-même, d'avoir sa propre identité. Ça, c'est ce qui valorise tout ce que tu vas faire derrière. Et deuxième approche, c'est de recruter des personnes qui te ressemblent, en fait, qui vont être comme toi, où tu sais comment les emmener sur le terrain, et qui sont totalement faciles pour les en fait, pas les manipuler, mais pour avoir cette facilité à les accorder l'un envers l'autre. Connaître les personnalités de chacun, ça c'est important. Déjà, ces 3 axes-là vont être importants pour forger un groupe, pour animer un groupe, et surtout aussi le diriger, quoi. Après, techniquement, il faut être assez malin dans ce métier. Il faut être assez malin et avoir du recul, et être préparé face à toute épreuve. Forcément, l'équipe adverse attaque différemment et va chercher tous les axes forts pour te pénaliser. Et toi, tu dois être prêt face à ça. Et ça se travaille avec l'analyse, avec l'entraînement. Tout au long de l'entraînement, on doit être vraiment dans cette démarche d'analyser l'équipe que tu vas rencontrer. Pour moi, voilà, mais c'est toujours l'humain qui est au cœur de la réalité. Voilà. Ah, toujours. Ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration de coaching? Bien entendu, Phil Jackson. C'est la sommité, quoi. C'est quelqu'un qui a gagné des titres, et quelqu'un qui a surtout gagné des titres avec des équipes différentes. Et ça, c'est encore plus fort. Après, t'as pas que dans le basket, hein, t'as Zidane, hein, pour ce qu'il a fait, pour sa reconversion, et puis ce qu'il a emmené au Real Madrid, et simplement par sa personnalité, parce que les gens se battent pour Zidane, quoi. Il dit lui-même c'est pas un très très grand analyste comme Mourinho, c'est pas quelqu'un de vraiment qui a l'œil pointu dans l'analyse, mais c'est quelqu'un qui connaît le ballon, et il sait amener les hommes avec lui. Voilà. Après, t'as le grand
le grand Onesta, voilà, qui a longtemps gagné des titres avec l'équipe de France de handball. Voilà, c'est quelqu'un qui a une dimension humaine envers ses joueurs, tous les joueurs qu'il a eus, avec les titres, champion d'Europe, champion du monde. Voilà, il a amené l'équipe de France à un sommet totalement, quand tu regardes un peu ces reportages, ces interviews, on sent on sent l'humain et on sent le mec qui a la poigne pour amener ses joueurs, qu'importe l'équipe qu'il a en face, quoi. Tu vois. On va dire que ces trois-là, et puis après il y en a plein d'autres qui sont c'est déjà pas mal, hein. qui sont assez gratifiants, quoi. C'est déjà pas mal. Et Manu aussi, tout à l'heure, tu parlais de tout ce qui était prépa mentale lorsqu'on a abordé le sujet de la dépression. Ouais. Est-ce que toi, parce que tu es coach, est-ce que tu devrais être préparateur mental? C'est-à-dire que pendant le Covid, on était amené à rester à la maison et s'organiser. Moi, ce qui m'a permis de passer un peu une source, on va dire un petit diplôme de prépa mentale. Et en fait, on est tout simplement par nature prépa mentale, quoi. Parce que les joueurs, il faut sans cesse leur parler, tu vois. Quand tu recrutes un joueur et quand tu fais l'entretien avec ton joueur, c'est un peu de la prépa mentale. Parce que tu lui demandes alors quels sont tes objectifs à court et moyen terme, sur quoi tu aimerais progresser, qu'est-ce que tu es venu faire ici, voilà, quel rôle que tu as, quel rôle que tu aimerais exprimer ici. Et c'est un peu une recherche entre humains et avoir cette analyse pour lui dire, voilà, ce joueur, voilà, sur une case, tu notes, ce joueur il est comme ça, ses défauts sont comme ci. C'est un peu de la prépa mentale aussi, tu vois. Et moi c'est ce que j'ai appris un peu, être bien où tu vas, être bien dans l'enceinte où tu vas, connaître les gens, partager des choses, des valeurs, voilà, c'est les choses que j'ai appris en prépa mentale. La prépa mentale, c'est quelque chose où tu dois être en phase avec les objectifs toujours et en phase avec ce que tu veux faire, tout simplement. Ok, très bien. Et on va parler un peu d'actualité, parce que on sait que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission, dans la bienveillance et dans les conseils. Par rapport à la jeunesse, de but en blanc, il y a une actualité assez brûlante avec tout ce qui est RICS. Qu'est-ce que ça pas dire ça t'inspire, mais qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? Tout à l'heure, on parlait de monde anxiogène. Tu vois, la jeunesse, ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comme on disait depuis tout à l'heure, on est dans un monde assez, comme tu le dis, hein, et je dirais comme une phrase de Carlito, la jeunesse manque de jeunesse, tu vois. Parce qu'on a été jeunes à un moment et on a été beaucoup plus généreux que ça, beaucoup plus prudent, beaucoup plus attentif, beaucoup plus sociable par rapport aux gens, aux personnes qu'on avait en face de nous. On a été vraiment plus, on va dire, sociable et beaucoup plus aimant. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ça. Il faut retrouver ces valeurs-là, tu vois. Le vivre ensemble qu'on avait avant, on l'a plus maintenant, tu vois. Il faut retrouver ce vivre ensemble, cette unité, ce partage entre hommes, entre femmes, et savoir que les femmes ont une grande importance dans ce monde. Et si les gens ne sont pas au courant, c'est qu'ils n'ont rien compris, parce qu'on a eu des mères comme je disais tout à l'heure, ma mère, c'est une femme qui a été un bras de fer totalement tout au long de sa vie, tu vois. Elle s'est battue, elle a éprouvé des choses abominables que je ne dirais pas ici, mais elle s'est battue pour nous rendre grands, pour nous rendre fiers, tu vois. Et si les gens ne comprennent pas ça, qu'il faut être ensemble, il faut faire unité, il faut faire qu'un, en fait, tous ensemble, c'est que la société n'arrivera pas, parce que derrière, on a des enfants, et nos enfants, ils vont grandir, et il faut les mettre dans ces places. Parce que si on ne met pas nos enfants à nous, ça sera les enfants des gens qui cherchent à nous diviser, tu vois. Et ça, si les gens n'arrivent pas à comprendre ça, qu'est-ce que ça va être dans 10, 15 ans, tu vois. Et j'ai cette phrase qui me revient, je parlais avec un collègue l'autre jour, il me disait que
les gens, les gens prennent en compte, donnent une grande importance de ce qui peut se faire en un an, mais ils n'ont pas l'importance de ce qui peut se faire en 10 ans, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, et en 10 ans, si on est plein, si on est unis, on peut faire des grandes choses. Donc les gens, ils ont besoin de faire des trucs vite fait en 2 ans. Et c'est pas ça l'important. Comme on dit, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà. Et tout à l'heure, tu as dit que tu étais activiste. Tu es dans le monde associatif aussi? Aussi, parce que je suis rentré dans une association qui s'appelle SDR depuis 3 ans. Voilà. D'accord. Et voilà, on est sur le partage d'expériences, on est sur des lectures de textes aussi, et ça s'appelle SDR Poetry. Donc on fait de la lecture de textes par rapport à des soirées thématiques. Et la première soirée, on avait invité Abdel Malik, et moi j'ai intervenu aussi lors d'une soirée, et puis ça fait du bien, ça remet tout le monde intervient, voilà, il y a le partage d'expériences. Abdel Malik, sa thématique, c'était sur la place de la femme dans le monde. Et on a vécu une soirée mémorable, quoi. Et encore, quand je te dis ça, c'était une soirée, le préfet qui était là, il a dit que si on pouvait vivre comme ça tous les jours, ça serait exceptionnel. Il y a eu des sourires, il y a eu de l'émotion, il y a eu des paroles qu'on véhiculait dans la salle, mais tellement, tellement fortes et tellement, tellement belles et tellement source d'inspiration. Et c'était une belle, belle, belle soirée, voilà. Et ça, c'est une très bonne expérience. Et en tant qu'activiste, quand tu dis activiste, c'est-à-dire? Activiste, c'est d'être actif par rapport à la société, être présent partout, être aussi une source d'inspiration pour les jeunes, tu vois. Pas que pour les jeunes aussi, pour savoir discuter avec des anciens, échanger, savoir eux comment ils ont construit leur monde, comment face aux difficultés, comment ils s'en sortaient. Et ça, c'est bien d'échanger dans l'intergénérationnel, tu vois. Et ça, nos soirées à SDR, c'est totalement, on est en plein dedans, tu vois. Là, cette année, c'est les Jeux Olympiques, ce qui va être quelque chose de fondamental en France. Mais l'année prochaine, dans la culture et dans l'État, ils demandent ces lectures de textes. Et nous, on est en plein dedans. Pourquoi les lectures de textes ? Parce qu'on a trouvé qu'il y avait une très grosse baisse dans le milieu, dans les études, en fait. Dans les études, beaucoup de la dimension, le pourcentage de réussite au bac a diminué, les gens sortent de l'école beaucoup trop vite, il n'y a plus de choses périscolaires comme il y avait avant, les études, il n'y a plus de personnes pour de l'aide aux devoirs. Et ça, ils veulent remettre une source là-dessus, et je trouve ça super important, quoi. Voilà. Magnifique. Ouais. On a discuté, toi et moi, d'un reportage. On peut pas ne pas en parler. Quincy Jones. Ah là là. Surtout que tu as fait un exposé sur lui et sur Monsieur Nas, mais on reviendra après à Nas. Ouais. Qu'est-ce que t'inspire cette figure? Et après, je vais te poser une autre question. D'accord, ouais. Tu vois, il est encore sur Netflix pour tous ceux qui n'ont pas vu ce reportage de Quincy. Quincy, c'est un monument de la musique, Quincy Jones. C'est quelqu'un qui a marché sur les traces de Miles Davis pendant 70 ans. C'est une personnalité déjà qui a 90 ans, qui est dans la musicalité depuis ses 18 ans, depuis qu'il a été à l'armée. Et moi, je l'appelle le gangster de Chicago. C'est quelqu'un qui est né à Chicago, où était le berceau de la musique, finalement. Et puis, il n'aimait pas l'école, il n'aimait pas le sport, et cet homme avait cette faculté d'un jour essayer de se mettre à la guitare. Puis de la guitare, il est passé au piano, et il a vu qu'il avait cette facilité à manier les instruments. Donc il est reparti aux États-Unis, il est reparti ailleurs que Chicago, il a fait valoir son expérience, on l'a pris dans des cabarets, tout ça, et puis il a été amené à jouer avec derrière des grands artistes comme je vais retrouver les noms. Il y a
Dizzy Gillespie, je crois. Ouais, voilà. Il y en a beaucoup. Et le problème à cette période, dans les années 70-75, c'est que les Blacks ne pouvaient pas jouer avec les Blancs. Tu vois, on était dans cette ségrégation encore. Donc lui, il est retourné, ce qui va vous étonner, il est revenu en France. Ouais. Il est revenu en France pour apprendre le solfège et apprendre tout l'art des notes du solfège. Avec Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, qui est une Française, voilà. Barclay. Voilà, Barclay, qui est aussi un monument de la musique. Et elle lui a donné cette richesse du solfège. Et une fois qu'il a appris ça, bah, il est reparti aux États-Unis avec ce bagage musical. Et allez regarder les films, et pour souligner, voilà, c'est Off the Wall, c'est le compositeur de Off the Wall, de Thriller, qui est le plus grand album vendu au monde de Michael Jackson. Donc, quand vous voyez ce reportage, quand vous le voyez en studio avec Michael Jackson, qui a à peine 13 ans, qui est en studio avec lui, vous avez la chair de poule comme ça, avec un titre qui est là, qui est, je crois que c'est Billie Jean qui est en train de jouer dans le studio. Tu dis, waouh, mais c'est quoi ce truc de ouf? Je crois que c'est Rock With You. Ouais, Rock With You, on a tous dansé dessus, on s'est tous éclatés dessus. Et au-delà de ça, le mec, il a 90 ballets. C'est quelqu'un qui a eu je crois qu'il a eu 28 ou 30 Grammy Awards sur 82 nominations. C'est le gangster de Chicago, quoi. C'est le mec il te fusille dans tous les sens, quoi. On peut pas tester. Par contre, t'as dit un truc dans ton livre, je suis pas tout à fait d'accord avec par rapport à Quincy. Vas-y. Quand tu dis que c'est grâce à lui que Michael a pu faire, il y a un petit bémol quand même. Il a apporté, c'est vrai, mais dire c'est grâce à lui. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, mais il a été. En tout cas, son apport, il est considérable. Ouais, il a insufflé. Voilà, il a insufflé. Parce que quand tu as dit c'est grâce à lui, je me suis dit, oh là 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 là. Parce que Michael, à cette époque-là, il est avec les Jackson 5, tu vois, en pleine élaboration de son art, tout ça. Mais c'est à ce moment-là que Quincy arrive, quoi, tu vois. Il l'a taillé, ouais. Il l'a taillé. C'est quand même, quand quelqu'un arrive, te dit, on peut donner une grâce quand même à ce. Non, ah oui, ouais, voilà. Oui. C'est sûr que le mérite, il est là. Ah ouais. Mais dire c'est grâce à lui, tu vois, je me suis dit, pas sûr, tu vois. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Aussi, tu parles beaucoup de Monsieur Nas. Nasir Jones. C'est ton rappeur préféré? Ouais. C'est Nasir Jones, c'est comme si tu découvres un jour, comme si tu découvres le Nutella, quoi. Je fais la comparaison qui est assez pourrie, mais il faut le reconnaître. Tout le monde mange du Nutella et tout le monde kiffe le Nutella. Et Nasir Jones, c'est quelqu'un qui a mis toutes les péripéties de New York en poésie, en fait. Et à l'âge de 16-17 ans, il commence à être... déjà, c'est quelqu'un qui vient du Queens, un petit quartier de New York qu'on appelle... qui est dénommé Queensbridge, tu vois, et qui est sans cesse dans la rue. D'abord, qui est tout simplement étudiant, mais il n'a pas une grosse faculté à lire des bouquins, aux études, mais il le fait à la maison parce que son père a une grande richesse sur l'encyclopédie et tout, et puis Nas s'intéresse beaucoup à ça. Donc il lit énormément, et ce qui lui développe un cerveau, il fait marcher son cerveau, quoi. Et ça, il le retranscrit à travers l'écriture, comme je disais, toutes ces péripéties de New York, il raconte comment les gens vivent à New York, comment les gens vivent et comment les gens se démerdent à vivre à New York. Et ça, il le raconte de façon poétique. Et c'est ça qu'a valorisé son écriture comme personne ne l'a fait. Tu vois, à l'âge de 16-17 ans, quand il y a les grands mecs qui sont là, les Marley Marl, les Q-Tip qui l'écoutent, les Rakim, même Rakim, il voit à travers ce môme, la nouvelle idole de New York. Parce qu'il a cette facilité à te raconter quelque chose que tu vas tout de suite mettre en lumière et tout de suite dessiner. Tu dis, ah ouais, ça se passe comme ça. En plus, il est en forme en ce moment. Ouais. Et les derniers projets, ça envoie. T'es allé le voir récemment à Bercy, non? Non, j'avais été le voir à Bercy, mais avec le Wu-Tang. Oui. Avec le Wu-Tang, j'ai trouvé pas mal, mais sa performance était beaucoup mieux au Bataclan.
D'accord. J'avais- Quelle année? Je sais plus. de 16, je crois. De 16, de 17, 2017. Et j'avais trouvé sa performance beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Ok. Et bon, on peut pas se quitter. Je suis obligé de te poser la question parce que depuis tout à l'heure, je réfléchis à ça. Ouais. Un petit jeu musical. Mhm. Si tu devais assister à un concert, ce serait lequel? Artiste mort ou vivant? Est-ce que j'ai le droit à deux artistes? Vas-y. Alors, ça serait Michael Jackson, Ok, artiste décédé. ouais, au Parc des Princes, parce que c'était ouf. Ah, tu précises en plus. Ouais, ouais. Et J. Cole. Ok, J. Cole, ouais. ok. Et si tu devais assister à l'enregistrement d'un morceau, ce serait lequel? Artiste mort ou vivant? Nas, Quel autre? State of Mind. D'accord, Mhm. ok. Si t'étais éditeur, quel catalogue tu prends? Ouais, sur les œuvres de Quincy. Et si tu devais produire un artiste, ce serait qui? Alors, j'ai le choix là, français. Ah, t'as le choix, c'est libre. Mhm. Mhm. Alicia Keys. Bien. Voilà. Grande performance. Ok. Et si tu devais écrire une chanson d'un artiste mort ou vivant, ce serait qui? Ce serait quoi plutôt? Quel titre? Waouh, ça serait pour. Il est décédé, mais ça serait le chanteur de Queen, du groupe Queen. Freddie Mercury, ouais. C'est même le film, il est ouf, quoi. Ok. Bah écoute, je pense que on est bon. Ouais, on est pas mal. On quoi. est bon. Ouais. Et là, on va passer à la rubrique lecture. Mhm. T'es auteur. Ouais. Je pense que tu lis. Ouais, un peu. Est-ce que Ouais. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander, s'il te plaît? Réconciliation de Abdal Malik. D'accord. Voilà. Deuxième. On va dire Black Mamba de Kobe Bryant. Mhm. Et Le meilleur pour tous de Maniché. Autopromo. Exactement. Écoute, ici, l'autre, il repart pas sans un livre. Donc, j'ai un livre pour toi, en D'accord. espérant que tu ne l'aies pas déjà ou pas déjà lu. Tiens, On va ouvrir ça en live. vas-y, tu ouvres, après tu montres à la caméra en lisant le titre, s'il te plaît. On dirait une enveloppe. Une quiche là dedans. Est-ce que tu... Yes. Hubert Paul, le mental des coachs. Je l'avais, mais je l'ai plus. Ah, que bah... J'ai déménagé il y a 2 ans. Bah, Et écoute, je l'ai pu retrouver dans mes cartons. Bah, c'est un mec qui me l'a volé, ça c'est sûr. T'inquiète pas, je te remercie. Voilà. Un livre que. mais livre de attends, poche, mais attends, c'est pas fini. Mhm. Maintenant, soit j'ai 2 initiales. Mhm. C'est toi qui choisis. HC ou FC. Ah, toi, tu fais comme le Renoir dans la rue, là. Tu choisis entre l'étude ou le cadeau. HC ou FC? HC, Ou FC. Tu choisis ça veut dire quoi? Ah, je sais pas. C'est toi HC. ou FC. Je pense si j'ai été toi, je choisirais HC. HC, putain, c'est chaud, là. Ah, si j'étais toi, j'aurais choisi HC. Allez, HC. Ok. Tiens. Deuxième livre. C'est pour nous, c'est pour nous. Est-ce que j'espère que tu l'as pas? Oh, oh, on en parlait tout à l'heure. Le règne des affranchis, Claude Nesta. Voilà, c'est un homme avec une sommité comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui a gagné des grands titres, champion d'Europe, champion du monde avec l'équipe de hand de France. Et voilà, c'est une personnalité qui t'enrichit quand tu écoutes ses interviews et ses reportages. Et je l'ai en livre, ça fait super plaisir. Voilà. C'était ça. Donc, Manu. Ouais. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant un grand champion, quelqu'un de sympathique. Mhm. Comment toi, t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Pareillement, mais je dirais quelqu'un qui a su fédérer au bon moment et amener une autre énergie à tout ce que j'entreprenais. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, on va dire pas spécialement déjà la santé,
D'accord. Après, tout ce qui va avec. Et puis en dernier, on va mettre la réussite parce que j'aime pas dire la réussite parce que chacun a son moment, en fait, tu vois. On va rebondir encore sur les grandes personnalités. Michael Jordan a eu son moment. Tiger Woods a eu son moment. Et Kobe Bryant a eu son moment, tu vois. Chacun a son moment dans la vie. Et quand il y aura la réussite, petite ou grande, ça viendra à un certain moment pour moi. Voilà. Ok. Moi, je vais finir sur un passage de Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Il nous semble à nous que notre ascension n'est pas achevée, que la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier et que les contradictions à surmonter sont le terreau même de notre croissance. Nous reconnaissons comme nôtres ceux qui même diffèrent de nous, mais quelle étrange parenté. Elles se fondent sur l'avenir, non sur le passé, sur le but, non sur l'origine. Nous sommes l'un pour l'autre des pèlerins qui, le long des chemins divers, peinons vers le même rendez-vous. » Ça, c'est mon mot de... Beau. C'est très beau. Ce qui veut dire que nous avançons tous au XXIe siècle sur les routes de l'émancipation. Voilà, j'espère. Ah, là, c'est le mot, je ne peux pas faire mieux. Donc, en tout cas, Manu, ça a été un plaisir de te recevoir ici, d'échanger avec toi. Partagez. Merci beaucoup. C'était Cosmonautes, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. À très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres. Peace.